Tu veux avancer, mais tu entends cette petite voix qui te murmure. Et si tu rates? Et si tu n'étais pas à la hauteur? C'est la peur de l'échec. Et cette peur, elle nous paralyse tous un jour ou l'autre. Mais qu'est-ce qu'on appelle vraiment la peur de l'échec? La peur, étymologiquement issue du latin pavor, c'est ce tremblement intérieur qui nous saisit quand on imagine le danger avant même qu'il arrive. Le mot échec, lui, emprunté de l'arabo-persan shah, signifiant le roi, a un rapport avec le jeu d'échecs, dans lequel on signifiait à l'adversaire que son roi était menacé. Comme dans le jeu d'échecs, être mis en échec, c'est être bloqué, incapable d'avancer. L'échec, c'est donc ne pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. En clair, la peur de l'échec, c'est cette angoisse d'être stoppé net, de chuter avant même d'avoir essayé. Dans la vie de tous les jours, on vit exactement la même chose, comme quand on veut avouer ses sentiments à quelqu'un, mais qu'on recule au dernier moment, par peur d'être rejeté. Comme disait Orelsan, je perds mon temps à me poser des questions au lieu d'agir. J'ai peur de la dépression, j'ai peur de l'avenir et ses déceptions. Plus je grandis, plus le temps passe et plus je suis déçu. Alors, pourquoi a-t-on si peur de l'échec? Et surtout, comment apprendre à dépasser cette peur? Bienvenue sur Sensei Philo, la chaîne qui t'aide à penser autrement. Pourquoi la peur de l'échec nous ronge autant? Parce que ce n'est pas seulement une affaire de soi, c'est une affaire de regard. En lisant la pensée de Jean-Jacques Rousseau, qui distingue deux façons d'aimer, on comprend mieux comment le regard des autres entraîne la peur de l'échec. Rousseau distingue d'abord l'amour de soi. Il dit, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, en 1755, que l'amour de soi est, je cite, un sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation, et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. Autrement dit, c'est le fait de prendre soin de soi, de chercher à vivre et à être heureux, sans comparaison avec les autres. C'est un moteur simple, naturel et sain. Mais Rousseau oppose à cela l'amour-propre, qui n'est, je cite, qu'un sentiment relatif, factice, et né dans la société qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre. Autrement dit, dès qu'on cherche à se comparer, à être plus ou mieux que l'autre, nous sommes jamais satisfaits. On se met dans une course infinie au regard et à la reconnaissance. Dans My Hero Academia, Bakugo illustre parfaitement l'amour-propre. Il n'est pas seulement animé par le désir de devenir plus fort, l'amour de soi, mais par la nécessité d'être reconnu comme le meilleur. Sa peur d'échouer vient du fait qu'il ne supporte pas que les autres le voient moins bon que lui-même l'exige. Dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? C'est comme quand un élève ne veut pas seulement avoir 15 sur 20 pour progresser, l'amour de soi, mais qu'il a peur d'être vu comme moins fort que celui qui a eu 18, amour-propre. En clair, Rousseau nous aide à comprendre une chose essentielle. On n'a pas peur de tomber, on a peur d'être vu en train de tomber. C'est parce que notre estime dépend du regard des autres que la peur de l'échec peut devenir écrasante. Jean-Paul Sartre va encore plus loin. Dans L'être et le néant, sorti en 1943, il explique que la honte n'est toujours devant autrui. Quand je suis seul, je ne juge pas vraiment mes gestes. Dès que quelqu'un me voit, je me découvre à travers ses yeux. Je deviens un objet sous son regard. Et c'est là que surgit la honte. Sartre écrit, je cite, « J'ai honte de moi, tel que j'apparais à autrui. La honte est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. » Autrement dit, je ne rougis pas seulement parce que j'ai fait une bêtise. Je rougis parce que quelqu'un m'a vu la faire. Ce qui me fait mal, ce n'est pas seulement ma chute, mais le fait qu'elle devienne visible aux yeux d'un autre. Hinata, dans Naruto, vit exactement ça. Elle tremble avant même de combattre. Non pas par manque de talent, mais parce qu'elle redoute le jugement de son clan. La comparaison avec Neji, elle vit dans l'ombre d'un regard qui la réduit à une faible. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On n'a pas seulement peur de rater un examen ou une déclaration d'amour, on a peur d'être vu en train de rater. C'est pourquoi certains n'osent jamais déclarer leur flamme et passent à côté. Sartre va plus loin. Dans Huis clos, en 1944, il écrit sa formule célèbre. L'enfer, c'est les autres. Pas parce que les autres seraient mauvais, mais parce qu'ils nous renvoient à une image de nous-mêmes qui peut nous écraser. Et dans la vie courante, c'est la peur de rater un oral devant toute la classe, ou d'entendre des rires quand on trébuche en public. La peur de l'échec, au fond, c'est souvent la peur d'être défini par cet échec aux yeux des autres. On pourrait croire que la philosophie reste abstraite, mais elle sait aussi nous donner des outils pour mieux comprendre le monde. Le premier outil vient des stoïciens. Épictète, dans son manuel, disait, je cite, « Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Je ne décide pas de la météo, ni de la taille que je vais avoir.
Tu ne contrôles pas le regard des autres, ni leur jugement. Tu contrôles tes efforts, ta préparation et ta force de réagir. La psychologie moderne a repris cette idée avec le concept du locus de contrôle, ou lieu de maîtrise, développé par Julian Rother en 1954. Il faut arriver à trouver un bon équilibre, te concentrer sur ce qui dépend vraiment de toi et lâcher le reste. Quand ton lieu de maîtrise est interne, tu crois que tes réussites et tes échecs dépendent surtout de toi. Tu te sens responsable et motivé, plus maître de ta vie. Mais attention, si tu pousses trop loin, tu risques de culpabiliser pour des choses qui ne dépendent pas de toi, comme une maladie ou un accident. Quand ton lieu de maîtrise est externe, tu attribues les événements à la chance, au hasard, aux autres. Tu ressens moins de stress face à ce qui échappe à ton contrôle, mais tu peux aussi tomber dans la résignation. Tu stresses avant un oral, tu ne peux pas contrôler la réaction du jury, mais tu peux te concentrer sur ta préparation et ton calme. On retrouve cette idée clé dans Naruto Shippuden. Hinata a su surmonter sa peur le jour où elle a cessé de vouloir paraître forte aux yeux des autres. Elle a agi simplement pour protéger Naruto. Elle s'est recentrée sur ce qu'elle a pu contrôler, c'est-à-dire son action et non le regard extérieur. Mais même en faisant ton mieux, on échoue parfois. Et là, un autre piège nous attend. La petite voix intérieure qui te dit « T'es nul, tu n'y arriveras jamais ». La psychologue Christine Neff propose un antidote, l'auto-compassion. C'est traiter ses propres échecs comme on traiterait ceux d'un ami. Ok, j'ai raté, et c'est douloureux. C'est la pleine conscience. Tout le monde rate parfois, je ne suis pas seul. C'est l'humanité commune. Je peux apprendre de cette erreur. C'est la bienveillance. Prenons l'exemple de celui qui rate une recette. Au lieu de se dire « je suis nul en cuisine », plutôt se dire « la prochaine fois, je mettrai moins de sel ». Quand tu arrêtes de t'auto-flageller, le regard des autres perd de sa force. Parce que tu as déjà accepté de tomber. Ce n'est pas une honte, c'est juste avancer. La peur de l'échec ne vient pas seulement du regard des autres. Parfois, elle naît en nous, dans ce sentiment intérieur de ne pas être assez. Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, insiste sur l'importance d'une éducation qui respecte le rythme de l'enfant. L'échec n'est pas un défaut, mais une étape normale de l'apprentissage. Il écrit, je cite, « Nous naissons faibles, nous avons besoin de force, nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin d'assistance. » Dit autrement, si l'enfant est pressé, comparé, humilié, il grandit avec la conviction que rater, c'est décevoir. Dans Boruto, Metali incarne bien cette peur. Fils de Rock Lee, il vit dans l'ombre d'un père qui s'est forgé par la discipline et la sueur. Chaque faux pas, chaque maladresse semble confirmer qu'il ne sera jamais à la hauteur. Au quotidien, on imagine un adolescent qui se compare sans cesse à un frère ou une sœur brillant ou sportif. Son échec, ce n'est pas seulement une mauvaise note à l'école, c'est une preuve qu'il ne sera jamais celui qu'on attend. Passons à un autre philosophe. Sartre, dans L'être et le néant, dit que l'homme est condamné à être libre. Autrement dit, même quand il échoue, il reste responsable de ses choix. Cela peut être libérateur, mais aussi écrasant. L'échec semble révéler non pas un hasard, mais qui je suis. C'est le risque du perfectionnisme. Chaque raté n'est plus une étape, mais une condamnation. On connaît tous l'histoire d'un étudiant qui choisit une orientation et qui, en cas d'échec, n'a pas seulement raté un concours, mais croit avoir gâché sa vie. C'est le poids du choix. Dans My Hero Academia, Shoto Todoroki illustre cette angoisse. Il vit sous la pression d'un père qui projette en lui ses ambitions. Son moindre échec devient insupportable parce qu'il porte non seulement sa responsabilité, mais aussi le poids d'un héritage. Les stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle rappellent que l'échec n'est pas dans le résultat, mais dans l'intention et l'effort. Échouer un examen, ce n'est pas être nul. C'est avoir tenté sans atteindre le but, cette fois-ci. Le stoïcien juge la maîtrise de soi, et non la réussite extérieure. Dans Boruto, Metali retrouve confiance, non pas en devenant parfait, mais en acceptant que trébucher fait partie du chemin du ninja. Le psychologue Albert Bandura définit l'auto-efficacité comme la croyance en sa capacité à réussir une tâche précise. Plus elle est forte, moins la peur d'échouer paralyse. Pour lui, si les gens ne sont pas convaincus qu'ils peuvent obtenir les résultats qu'ils souhaitent grâce à leur propre action, ils auront peu de raisons d'agir ou de persévérer face aux difficultés. Comment développer la croyance en sa capacité à réussir ? En fractionnant les défis. Viser une petite victoire plutôt qu'une réussite totale immédiate. Dans My Hero Academia, Todoroki ne retrouve sa confiance que lorsqu'il cesse de vouloir être parfait aux yeux de son père et qu'il accepte de progresser à sa manière. Chaque réussite, même minime,
devient un tremplin contre la peur d'échouer. La peur de l'échec ne concerne pas seulement le regard des autres, ni le poids familial. Elle vient aussi de notre rapport à l'avenir. Et si demain, tout ce que j'ai construit s'effondrait? Nietzsche, dans Ecce Homo, écrit, je cite, « Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est. C'est ça la force ultime, dire oui à tout, même à ce qui nous écrase. » Autrement dit, ne pas craindre l'échec, mais l'aimer comme une étape nécessaire. Loin de fuir l'erreur, il faut la transformer en puissance. Dans One Piece, Luffy illustre ce principe. Chaque défaite, face à Crocodile ou Kaido, n'est pas une fin mais un tremplin. Il rit, il se relève et repart plus fort. Son secret? Il n'a pas peur d'échouer, car chaque échec nourrit sa volonté de devenir le roi des pirates. Pareil pour un entrepreneur qui lance un projet et qui, même après un premier échec, décide de considérer cette expérience comme un apprentissage précieux. John Locke, dans Essai sur l'entendement humain, affirme que l'esprit est une table rase. Tout ce que nous savons vient de l'expérience. L'échec n'est donc pas un obstacle, c'est une donnée d'expérience qui enrichit notre esprit. On apprend moins par les succès parfaits que par les erreurs qui nous obligent à se corriger. Dans Naruto, Rock Lee incarne cet esprit. Sans don naturel, il échoue souvent. Mais chaque échec devient une étape d'apprentissage, un pas vers la maîtrise du taijutsu. Chaque échec peut devenir une marche vers la victoire. Et si toi aussi, comme Rock Lee, tu veux continuer à transformer tes échecs en clés de réflexion, pense à liker, t'abonner et activer la cloche. Nietzsche et Locke nous rappellent que l'échec n'est pas une fatalité, mais une matière première. En acceptant l'échec et en l'intégrant comme expérience, on découvre que tomber, c'est encore avancer. Plutôt que de chercher à éviter l'échec, il faut l'intégrer. L'échec devient un carburant. Dans One Piece, Luffy se moque de ses défaites car elles ne le définissent pas. Elles sont des marches vers son but. Dans la vie courante, c'est transformer une mauvaise note en plan d'action pour progresser, plutôt qu'en preuve d'incompétence. La psychologie moderne, avec Boris Cyrulnik, a popularisé cette idée. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme ou un échec. La résilience ne nie pas la douleur, mais transforme la chute en rebond. Dans Naruto, Rock Lee illustre parfaitement cette résilience. Blessé gravement, il revient plus fort grâce à sa détermination. Un sportif qui raterait une compétition pourrait s'effondrer. D'autres vont en tirer une motivation nouvelle pour s'entraîner avec plus d'énergie. Alors, pourquoi avons-nous peur de l'échec? Parce qu'il touche à 3 dimensions essentielles. Le regard des autres, tout d'abord. Rousseau et Sartre nous ont montré combien nous craignons moins de tomber, d'être vus en train de tomber. Comme Hinata, nous tremblons souvent avant même d'agir, prisonniers du jugement. Nietzsche et Locke rappellent que nos échecs, loin de nous condamner, nous construisent. Comme Rock Lee, on peut transformer chaque chute en expérience ou en marche vers la puissance. La peur de demain peut nous paralyser, mais l'amor fati de Nietzsche et la résilience psychologique nous invitent à aimer ce qui arrive, même les obstacles, et à rebondir. En un mot, l'échec, ce n'est pas la fin. C'est une étape de la formation de soi. Alors, que retenir? Que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de transformer chaque chute en tremplin. L'échec ne nous définit pas. C'est ce que nous en faisons qui dit qui nous sommes. Et si l'on craint tant l'échec, c'est peut-être parce qu'au fond, ce n'est pas lui qui fait peur, mais le regard des autres. D'où une question pour ouvrir la réflexion. Avons-nous plus peur de rater ou d'être jugé en train de rater? J'attends vos réflexions en commentaire. C'était Marc-Antoine, professeur à l'éducation nationale, alias Sensei Philo. À très vite.